Ma sœur m'a bloqué à la porte. Ses yeux étaient froids pendant qu'elle disait « Nous n'avons pas de sœur. S'il te plaît, pars ». Derrière elle, mes parents restaient silencieux, pendant qu'elle tenait les clés de la maison que j'avais achetée pour la famille. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement sorti mon téléphone et j'ai appelé la banque. Maintenant, c'est eux qui supplient. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu es. J'aimerais beaucoup que tu écrives en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Ma vie à Barcelone me donnait souvent l'impression qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je dirigeais un service financier avec la précision d'une montre suisse. Je vivais dans un appartement avec une vue qui coupait le souffle, juste devant la mer, où les bateaux ressemblaient à des jouets flottants. J'avais travaillé dur, très dur. J'avais laissé derrière moi le Madrid de mon enfance avec la promesse d'un avenir meilleur. Et j'y étais arrivé. J'avais la stabilité, l'indépendance, une réussite que je n'aurais jamais imaginée. Mais, aussi haut que soient les immeubles où je travaillais, ou aussi large que soit la vue depuis mon balcon, il y avait toujours un vide dans ma poitrine. Un rappel constant de la distance entre moi et ma famille restait à Madrid. Nous avions grandi dans une maison modeste, où l'argent manquait toujours. Mes parents se sont battus, se sont privés de beaucoup de choses, et moi, en tant que fille aînée, j'ai compris très tôt que mon devoir était de les aider, de les faire avancer. Quand ma carrière a décollé d'une façon que personne n'avait prévue, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un compte bancaire pour eux. Chaque mois, une grande partie de mon salaire partait de Barcelone pour Madrid. Au début, c'était pour aider à payer les factures. Puis, c'est devenu le remboursement du prêt d'une maison meilleure, une maison qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir mais qu'ils ne pouvaient pas payer. J'envoyais religieusement 5 000 € pour cette maison. 3 000 € en plus pour les dépenses de la maison, nourriture, services, réparation. Étage de 500 € de plus pour les études de ma nièce, la fille de ma petite sœur Carmen. Je voulais qu'elle ait les opportunités que nous n'avions pas eues. Je ne voyais pas ça comme une charge. Je le voyais comme ma contribution, ma façon de leur montrer mon amour et ma reconnaissance. J'étais fier de pouvoir le faire. Je me souviens de l'émotion dans la voix de mon père quand je leur ai dit qu'on pouvait acheter cette maison avec un jardin. La joie de ma mère quand elle parlait des chambres, des rosiers qu'elle planterait. C'était notre maison, la maison familiale que j'aidais à construire et à entretenir de loin. L'année dernière, quand on a diagnostiqué à mon père un grave problème cardiaque, et que l'assurance ne couvrait pas l'opération nécessaire, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai payé les 75 000 € sans cligner des yeux. C'est mon père, ai-je dit à mon conseiller bancaire. Sa santé passe avant tout. Je leur parlais au téléphone 1 ou 2 fois par semaine. Il y avait toujours un « Ah Isabella, c'est bien que tu appelles », suivi de nouvelles sur la maison, la santé de mon père, les études de ma nièce, et souvent un besoin d'argent supplémentaire. Ça ne me dérangeait pas. C'était la famille, c'était normal. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je pensais qu'à malgré les kilomètres, je restais une partie essentielle de leur vie. Je les imaginais dans cette maison, profitant du confort que mon travail leur permettait. Ils m'envoyaient parfois des photos, le salon décoré, ma nièce qui étudiait sur son nouveau bureau, mes parents dans le jardin. Sur une de ces photos, mon père posait à côté d'un rosier que j'avais choisi dans un catalogue. Ces petits moments donnaient un sens à ma vie. L'anniversaire de ma mère était une date sacrée. J'essayais toujours d'aller à Madrid si mon travail le permettait. Cette année, même après une semaine de travail très fatigante, j'ai réussi à prendre un vol. J'ai appelé ma mère la semaine avant pour confirmer. Oui ma fille, viens, Carmen organise tout. Tu apportes le flan? Celui de la pâtisserie de la rue Mayor? Le flan, bien sûr que je l'apporterai. C'était le préféré de maman, une tradition. J'ai préparé ma valise, fatiguée mais impatiente. J'imaginais les retrouvailles, le câlin de ma mère, le sourire calme de mon père, discuter avec Carmen sur combien la petite avait grandi. J'ai acheté mon billet de train grande vitesse pour Madrid, rapide et efficace, comme ma vie à Barcelone. J'ai commandé le flan dans la pâtisserie connue, l'odeur du caramel et des œufs remplissant ma voiture. Le trajet s'est bien passé. Je pensais aux détails de la fête, aux cadeaux que j'apportais. J'ai loué une voiture à la gare d'Atocha, le flanc bien posé sur le siège passager. J'ai conduit dans les rues familières de Madrid, mon cœur battant un peu plus vite à mesure que j'approchais du quartier. C'était un jour de printemps ensoleillé, l'air sentait les fleurs et cette odeur unique d'asphalte chaud et de vie animée. Je suis arrivé dans la rue. Je l'ai vue. La maison. Ma maison. Celle que j'avais aidé à rendre réelle. Le jardin plein de couleurs. Les rosiers en pleine floraison. Il y avait des voitures garées dans la rue, d'autres membres de la famille, des amis. Un sourire s'est dessiné sur mon visage.
Un sentiment chaud d'appartenance m'a envahi. J'ai éteint le moteur, pris le flanc avec soin, respiré profondément l'air familier. Un mélange de pollen et d'odeur de nourriture venant de l'intérieur. Des sons de rire et de musique passaient par les fenêtres. J'étais chez moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis monté les 3 marches qui menaient à la porte d'entrée. La sonnette, la même qu'avant. J'ai sonné. J'ai attendu, un sourire un peu bête sur le visage, prêt à être accueilli avec des câlins et des cris de joie. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas ma mère. C'était Carmen, ma sœur. Ses yeux, je ne les avais jamais vus comme ça. Froid. Pas froid comme l'hiver, mais froid comme de l'acier. Sans vie. Vide, comme un puits sec. Elle m'a regardé de haut en bas, sans aucune reconnaissance, sans une once d'affection. Sa posture était rigide, bloquant complètement l'entrée. Le son de la musique et des rires à l'intérieur a semblé s'éteindre d'un coup, remplacé par un silence assourdissant entre nous deux. « Carmen », ai-je dit, d'une voix joyeuse mais un peu nerveuse. « Je suis là. Joyeux anniversaire à maman. » J'ai apporté le flanc. Je lui ai tendu doucement la boîte. Elle ne bougeait pas. Ses yeux restaient fixés dans les miens, sans aucune expression. Et puis, elle a parlé. Ses mots étaient comme des couteaux glacés, précis, sans pitié. « Nous n'avons pas de sœur. S'il te plaît, pars. » Mon cerveau a mis un moment à comprendre. Est-ce qu'elle plaisantait? C'était une sorte de blague méchante? Mon sourire s'est effacé. Mes mains ont commencé à trembler. La boîte du flanc m'a soudain semblé incroyablement lourde. « Carmen !» ai-je répété, ma voix maintenant tremblante, un murmure incrédule. « De quoi tu parles? »« C'est moi, Isabella, ta sœur. Qu'est-ce qui se passe ?» Son regard est devenu encore plus dur. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas un jeu. Il n'y avait rien de drôle dans ses yeux. Juste une détermination glaciale. « Je ne sais pas à qui tu crois parler, mais je te répète, nous n'avons pas de sœur. Il n'y a que ma famille ici. Mes parents et ma fille. Maintenant pars, ou je devrais appeler la police. » Derrière elle, dans le couloir, j'ai vu mes parents. Immobiles. Le visage pâle. La tête baissée. Ils évitaient mon regard. Ils ne disaient pas un mot. Leur silence était un cri. Une confirmation. Ils étaient là, en train de voir leur autre fille, celle qui leur avait tout donné, être rejetée et mise dehors. Et ils ne faisaient rien. Ils faisaient partie de tout ça. Mes yeux se sont arrêtés sur sa ceinture. Accrochée à un crochet de son pantalon, il y avait plusieurs clés. Et j'en ai reconnu une. La clé de la porte d'entrée. La clé de cette maison. La maison que j'avais achetée. Que je continuais de payer chaque mois. Ma poitrine s'est serrée, comme si quelqu'un m'avait enroulé du fil barbelé autour des poumons. Je n'arrivais plus à respirer. Mes mains tremblaient tellement que le flanc a failli tomber. Le monde tournait. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une blague. C'était réel. Ils étaient en train de me chasser. De ma maison. De ma famille. De mon histoire. Le jour de l'anniversaire de ma mère. Une douleur aiguë, profonde, inimaginable m'a traversé. Au-delà de la confusion, au-delà de l'humiliation, c'était la blessure de la trahison la plus intime. Infligée par les personnes que j'aimais le plus. Pour qui je m'étais sacrifié. Mais, à cet instant de douleur insupportable, quelque chose a changé en moi. La supplication est morte. La confusion a disparu. Il ne restait qu'une colère glacée, une clarté brutale. Ce n'était pas ma famille. Ce que j'appelais de l'amour, c'était une transaction à sens unique. Mon sacrifice avait été utilisé. Et je n'allais plus l'accepter. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis redressé, avec une force que je ne savais pas avoir. Mes mains, même si elles tremblaient encore, ont trouvé mon sac. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts, précis malgré l'adrénaline, ont débloqué l'écran. Carmen me regardait avec un mélange de défi et peut-être une pointe de surprise face à ma réaction. Mes parents restaient silencieux, comme des ombres complices. Je ne leur ai rien dit. Je suis simplement descendu les marches, leur tournant le dos. Je me suis arrêté dans le jardin. L'odeur des rosiers me semblait maintenant esséurante. J'ai ouvert la porte de la voiture. J'ai posé le flanc avec soin sur le siège. J'ai refermé la porte. J'ai ressorti mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts, banque principale, direction. J'ai composé le numéro. La sonnerie a retenti 1, 2, 3 fois. Carmen était toujours à la porte, me regardant, pensant sûrement que j'appelais la police.
Mes parents pensaient peut-être que j'appelais un taxi, humilié, vaincu. Une voix professionnelle a répondu. Banque principale, bonjour. Ma voix, à ma propre surprise, est sortie claire, froide, sans tremblement. Bonjour, ici Isabella Reyes. Je suis cliente de votre banque privée. J'ai besoin de suspendre immédiatement tous les virements programmés vers le compte. Maintenant. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Bien compris, Madame Reyes. Je procède à l'annulation des transferts récurrents. Des instructions supplémentaires? Oui, ai-je dit, mon regard fixé sur la porte fermée de la maison que j'avais payée. Je souhaite lancer une enquête formelle sur la propriété légale du logement associé à ce compte hypothécaire. J'ai des raisons de croire que le nom du propriétaire ne correspond pas à celui qui a fait les paiements. Je demande l'ouverture d'une procédure pour récupérer l'intégralité de mon investissement, y compris le prix d'achat et les mensualités payées, et explorer des options de compensation pour les préjudices subis. La voix de l'autre côté est devenue plus sérieuse. Compris, Madame Reyes. Je note votre demande. Nous allons vous mettre en relation avec notre service juridique et antifraude immobilière immédiatement. Y a-t-il autre chose? Non, ai-je répondu. C'est tout. Merci. J'ai raccroché. Le silence de la rue m'a enveloppé. J'ai regardé une dernière fois la maison. Je ne ressentais plus de chaleur. Seulement la froide réalité de la trahison. Les rires de la fête s'entendaient encore. Un son creux, qui me rappelait qu'ils faisaient la fête avec l'argent que je leur avais donné, dans la maison que je leur avais achetée. En faisant comme si je n'existais pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis simplement monté dans la voiture. Le flanc était toujours là, silencieux témoin de l'illusion qui venait de s'effondrer. J'ai démarré le moteur. J'ai mis la voiture en marche. Et je suis parti. Loin de cette maison. Loin de cette rue. Loin de cette famille qui avait décidé de m'effacer. Mais je ne partais pas vaincu. Je partais avec une détermination en acier, forgée dans la douleur. Ils pensaient pouvoir simplement me jeter dehors et garder tout. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de réveiller quelqu'un qui avait l'habitude de se battre dans le monde des affaires. Où la logique et la stratégie valent plus que les émotions vides. Ma première destination n'a pas été un hôtel. C'était la gare. J'ai changé mon billet pour repartir le lendemain matin. J'avais besoin de passer la nuit à Madrid. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai appelé Sofia, ma meilleure amie à Barcelone. Elle est comme la sœur que j'ai toujours voulu et que je n'ai jamais eue. Elle a répondu au deuxième appel. Isa, tu es déjà à Madrid? Comment s'est passé le voyage? Ma voix s'est cassée pour la première fois. Sofia, ils ne m'ont pas laissé entrer. Je lui ai tout raconté. La porte. Carmen. Mes parents. Les mots exacts. Le silence. Les clés. L'appel à la banque. Elle m'écoutait, horrifiée. Quoi? Mais comment? Pourquoi? Son indignation était réelle, un baume pour mon âme blessée. Je ne sais pas, Sofia. Ou plutôt si, je sais. C'est pour l'argent. Ça a toujours été pour l'argent. Mes mots sont sortis avec amertume. Ils ont cru qu'ils pouvaient garder la maison et me virer. Viens chez moi tout de suite, a dit Sofia sans hésiter. Elle vivait dans un petit appartement en centre-ville, pas luxueux comme le mien, mais rempli de chaleur. Ne reste pas seul une minute de plus. Demain, tu viens ici, on en parle calmement. On ne va pas laisser ça comme ça, Isa. J'ai passé la nuit sur le canapé de Sofia. Je n'ai pas beaucoup dormi. Elle m'a préparé un thé. Elle m'a écouté sans me juger. Elle m'a prise dans ses bras quand les larmes ont enfin coulé. Pas des larmes de tristesse, mais de pure colère brûlante. On a parlé tard dans la nuit, en essayant de comprendre le puzzle tordu de la trahison familiale. Carmen avait toujours été un peu envieuse, un peu manipulatrice. Mais jamais je n'aurais cru qu'elle irait jusque-là. Et mes parents, comment avaient-ils pu? Leur silence me faisait encore plus mal que les mots de Carmen. C'étaient mes parents, ceux qui sont censés t'aimer sans condition. Le lendemain matin, j'ai pris le train pour retourner à Barcelone. Le flanc est resté dans la voiture de location, comme un rappel amer. Dans le train, avec la côte méditerranéenne qui apparaissait au loin. J'ai appelé le numéro que m'avait donné la banque. J'ai parlé avec maître Elena Sanchez, du service juridique. Une voix calme, professionnelle, mais avec une fermeté rassurante. Je lui ai raconté mon histoire à nouveau. Elle m'a écouté. Elle a posé des questions précises. Madame Reyes, ce que vous décrivez est une situation grave de possible fraude et d'enrichissement illégal.
Le fait que vous ayez payé la totalité ou presque de la maison et de l'hypothèque, et que l'acte ne soit pas à votre nom, constitue la base d'un dossier solide. Surtout si nous pouvons prouver qu'il y a eu tromperie ou abus de confiance. Je me suis senti validé. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. C'était une vraie injustice. Nous avons pris rendez-vous pour la même semaine. Ma mission, rassembler toutes les preuves. Les semaines suivantes, ma vie à Barcelone s'est divisée en deux. Le jour, j'étais la cadre financière efficace et déterminée. La nuit et les week-ends, j'étais une enquêtrice dans ma propre tragédie familiale. J'ai rassemblé tous les relevés bancaires. Chaque virement portait une étiquette, hypothèque, dépenses maison, études, Carmen, fille, opération papa. J'ai fouillé dans mes anciens mails. J'ai retrouvé des chaînes de messages où mes parents ou Carmen demandaient de l'argent pour la maison. Ou me remerciaient pour les virements. Merci ma fille. Ça nous aide tellement pour notre nouvelle maison, disait-il. On a besoin de l'argent pour la mensualité de la maison ce mois-ci. Chaque message me faisait mal. Mais c'était aussi une preuve. Pendant ce temps, la famille a paniqué. Ils ont compris que le robinet financier était fermé. Et que je ne répondais ni à leurs appels, ni à leurs messages. Ils ont changé de stratégie. Ils sont passés du déni à la colère. Carmen m'a envoyé des textos horribles. T'es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu détruis la famille. Maman est malade à cause de toi. Elle essayait de me manipuler, de me faire culpabiliser, de me faire douter de ma propre réalité. Mais ça ne marchait plus. Ces mots sonnaient creux, désespérés. La signature de ces manipulations me donnait maintenant de la force, pas de la douleur. Mes parents me laissaient des messages vocaux, alternant entre larmes et reproches. Ils essayaient de faire appel à la tradition, à l'émotion. Mais leur silence devant la porte m'avait glacé le cœur. J'étais implacable. Méthodique. Nous devions prouver que mon intention, en envoyant cet argent, était d'acquérir un droit sur la maison. Ou au moins, qu'il y avait eu tromperie volontaire en acceptant mes fonds sans m'en donner la propriété. La clé était dans le moment de l'achat. J'avais cru que la maison serait au nom de mes parents, ou même au nom des 3 enfants. Jamais je n'aurais pensé qu'il la mettrait uniquement au nom de Carmen. C'était absurde. Pourquoi aurait-il fait ça? En relisant de vieux documents, j'ai trouvé quelque chose. Un mail datant de quelques années, juste avant l'achat de la maison. C'était un message de ma mère, qui me transférait des infos de la banque sur la demande de prêt. Et à la fin de ce mail, il y avait une conversation transférée entre Carmen et ma mère. À l'époque, je ne l'avais pas remarqué. C'était technique. Mais maintenant, je la lisais avec d'autres yeux. Carmen écrivait à ma mère. « Maman, j'ai parlé à la banque et au notaire. Pour éviter des complications plus tard. Et protéger le patrimoine, il vaut mieux que l'acte de propriété soit uniquement à mon nom. Comme ça, on se protège. Isabella n'a pas besoin de connaître les détails. Qu'elle sache que la maison est pour la famille, ça suffit. Toi et papa, vous aurez le droit d'usage, bien sûr. » Et ma mère répondait. « Oui ma fille, tu as raison. Ce sera plus simple. Et on évite les problèmes. » Mes mains ont recommencé à trembler. Mais cette fois, pas à cause de la douleur. À cause d'une rage maîtrisée, justifiée. C'était là. La preuve. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan délibéré. Ils m'avaient trompé dès le début. Ils avaient utilisé mon amour, ma confiance, mon argent, pour garantir une maison qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de partager avec moi légalement. Dans leur tête, la maison que j'avais achetée était un héritage pour Carmen. Payé par moi. J'ai apporté le mail et les messages à mon avocate. Ses yeux se sont illuminés. Madame Reyes, cela change les choses de façon significative. Cela prouve qu'il y a eu préméditation et tromperie. Nous pouvons argumenter que vous avez été délibérément induite en erreur. Cela renforce énormément notre dossier pour récupérer votre investissement total et peut-être même plus. La bataille s'intensifiait. L'avocat de ma famille a envoyé une lettre niant mes accusations. Il affirmait que les virements étaient des dons volontaires, faits par une fille généreuse à ses parents et à sa sœur. Et que la propriété de la maison était une affaire de famille, sans lien légal avec mes contributions. C'était le masque social dans toute sa splendeur juridique. Ils ont proposé une réunion formelle, pas encore un procès, mais une médiation obligatoire ou une audience préliminaire où chacun présenterait ses preuves. Une date a été fixée. Je me suis préparé mentalement. Ce serait l'affrontement. Le moment de vérité. Pas pour les convaincre de m'aimer, mais pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas me piétiner. Le jour est arrivé.
Je me suis habillé comme pour une grosse négociation au travail. Professionnel, déterminé. La réunion s'est tenue dans une salle neutre d'un immeuble de bureaux. L'ambiance s'est étendue. Carmen est entrée, suivie de mes parents et de leur avocat. Elle avait toujours son air de supériorité. Mais ses yeux montraient de l'inquiétude. Mes parents semblaient petits, mal à l'aise. Ils évitaient encore mon regard. Ils ont tenté de sauver les apparences avec des salutations forcées. Mon avocate a commencé. Calme, professionnelle, sans émotion. Elle a exposé les faits de manière froide. Les dates d'achat de la maison. Les montants exacts que j'avais transférés. L'origine des fonds. La correspondance avec les paiements d'hypothèques et les dépenses. Elle a présenté les relevés bancaires. C'était irréfutable. L'avocat de ma famille a répondu en insistant sur le caractère volontaire des dons, essayant de me faire passer pour une fille ingrate, qui voulait maintenant profiter de ses pauvres parents et de sa sœur. Il a fait appel à l'émotion, à l'unité familiale. C'était indécent. Je sentais la colère monter. Mais je suis resté concentré. Mon objectif était la justice, pas la vengeance. Puis, mon avocate a esquissé un léger sourire. Nous comprenons l'argument du don, a-t-elle dit. Cependant, l'intention derrière les transferts est cruciale. Et nous avons la preuve de cette intention. Preuve que Madame Reyes a été volontairement trompée sur la propriété du logement. Elle a sorti une copie du fameux email. Voici une communication datant d'avant l'achat de la maison, entre Madame Carmen Reyes et sa mère. Transmise par erreur à notre cliente. Permettez-moi d'en lire un extrait. Elle a lu à voix haute le message de Carmen à ma mère. Le passage où elle dit que l'acte de propriété ne doit être qu'à son nom pour éviter des problèmes. Et que je n'ai pas besoin de connaître les détails. Puis elle a lu la réponse de ma mère, approuvant ce plan. Le silence qui a suivi était lourd. J'entendais mon propre cœur battre. Le masque social de la famille s'est brisé. Les yeux de Carmen se sont agrandis, d'abord de panique, puis remplis d'une colère impuissante. Mes parents ont levé la tête, le visage déformé par la honte et la peur d'avoir été démasqués. Leur avocat n'avait plus rien à dire. C'était une preuve claire de tromperie et de préméditation. Comme vous le voyez, a continué mon avocate, implacable. Ce ne sont pas des dons purs. C'est de l'argent demandé et accepté sous le prétexte d'une maison familiale. Alors que, dans mon dos, tout était fait pour m'exclure légalement. Elle a décrit les conséquences juridiques. La forte probabilité qu'un juge ordonne la vente forcée de la maison, pour me rembourser intégralement avec les intérêts et les dommages. Et qu'il ne resterait presque rien pour la famille. Ils devraient même payer leurs propres frais d'avocat. J'ai regardé ma famille. Ils n'étaient plus les figures puissantes qui m'avaient chassé. Ils étaient de petites personnes, acculées, détruites par leur propre avidité. Carmen a tenté de parler, balbutiant des excuses faibles. Puis elle s'est mise à pleurer. Mais ce n'était pas du remords. C'était de la frustration et de la colère d'avoir été démasquée. Mes parents se sont mis à murmurer des supplications, essayant encore une fois de jouer la carte de la pitié. Mais leurs mots sonnaient vides. Faux. Famille. Ma voix est sortie calme, mais lourde de sens. Voilà ce que ça veut dire pour vous, la famille? Tromper, profiter, puis rejeter celle qui s'est sacrifiée pour vous? Les clés que Carmen portait à la ceinture, le jour de l'anniversaire de maman, étaient les clés de mon investissement, de ma confiance, de mon sacrifice. Et vous les avez utilisées pour me claquer la porte au nez. Je ne cherchais pas leur pardon. Je n'attendais pas de regrets. Je savais qu'ils ne viendraient jamais. Je voulais juste qu'ils sachent que je les avais vus, que je connaissais la vérité, et que leur plan avait échoué. La réunion s'est terminée dans un silence tendu. Il n'y a pas eu d'embrassade. Pas de pardon. Aucune tentative réelle de réconciliation de leur part. Seulement des regards remplis de rancune et de défaite. Je suis sorti de la salle épuisée, vidée, mais étrangement forte. Ce n'était pas une victoire joyeuse. C'était une victoire juste. Les semaines suivantes ont été rythmées par le processus juridique. Comme prévu, la preuve de la préméditation et de la tromperie a été décisive. Le juge a ordonné la vente forcée de la maison. Avec l'argent de la vente, j'ai été remboursé jusqu'au dernier euro investi dans l'achat et les mensualités du prêt. Ma famille, elle, n'a reçu qu'une somme minimale. À peine de quoi couvrir une partie de leurs frais juridiques. La maison, symbole de leur trahison et de mon sacrifice, a été vendue à des inconnus. Les conséquences financières pour eux ont été terribles. Non seulement ils ont perdu la maison,
Mais mon soutien financier régulier avait disparu à jamais. Leur train de vie, basé sur mon argent, s'est effondré. Ils ont dû déménager dans un appartement bien plus petit, loin du quartier où ils vivaient. Carmen, sans mon aide pour l'éducation de sa fille, a dû changer la petite d'école. Les conséquences sociales ont aussi été dures. Dans une ville comme Madrid, les rumeurs circulent vite. Les membres de la famille éloignée, les amis communs, les voisins, ont entendu l'histoire. Pas la version qu'ils voulaient, mais celle que les preuves et le jugement légal validaient. Leur masque social, entretenu pendant des années, est tombé. Les gens ne les voyaient plus comme la bonne famille soutenue par leur fille brillante, mais comme des gens cupides et traîtres. Certains amis se sont éloignés. Des membres de la famille ont coupé le contact. Leur monde est devenu petit et froid. Carmen a essayé de publier sur les réseaux sociaux des messages cryptiques sur l'ambition de certains et le manque de loyauté familiale, tentant de me faire passer pour la méchante. Mais la vérité avait plus de poids. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Son vieux jeu de manipulation ne fonctionnait plus. Il s'était retourné contre elle. Pour moi, le processus a été long et douloureux. Oui, j'ai récupéré mon argent. Mais j'ai perdu une famille. J'ai dû faire le deuil d'un lien que je croyais réel. De cet amour inconditionnel qui, en fait, dépendait de l'argent. Il m'a fallu du temps. Et l'aide d'une thérapeute. Pour guérir cette blessure. Poser des limites a été essentiel. J'ai bloqué leurs numéros, leurs mails, leurs profils sur les réseaux sociaux. Je ne voulais plus de manipulation. Plus de tentatives pour me faire culpabiliser. C'était dur au début. La culpabilité et la nostalgie revenaient. Surtout pendant les fêtes. Mais Sofia était toujours là. Elle, et d'autres personnes, sont devenues ma vraie famille choisie. Des gens qui me respectaient, m'aimaient, et me soutenaient vraiment. Avec elle, j'ai compris que la famille n'est pas seulement un nom ou du sang, mais un lien fait de respect, d'amour et de confiance. J'ai appris la valeur immense du respect de soi. J'ai compris que mon sacrifice avait de la valeur, mais qu'il ne devait jamais se faire au prix de ma dignité et de ma sécurité. Poser des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai appris que la vérité, même douloureuse, te libère. Et que la plus grande force vient quand tu défends ta réalité. Même quand ceux qui devraient t'aimer essaient de t'effacer. Aujourd'hui, de retour dans mon appartement à Barcelone, je regarde la mer. Je continue de travailler dur. Je continue de réussir. Mais mon argent et mon énergie servent maintenant mon propre avenir. Construire des relations saines. Voyager. Vivre pleinement. La maison à Madrid a été vendue. L'argent est en sécurité sur mon compte. Il y a quelques mois, j'ai reçu un email. Sur une ancienne adresse que j'avais oubliée. C'était de ma mère. Un message pour parler. Pour arranger les choses. Elle évoquait comme tout était devenu difficile sans mon aide. Elle ne mentionnait pas la trahison. Juste les problèmes d'argent. Il voulait que le robinet se rouvre. Je l'ai lu. Sans colère. Sans tristesse profonde. Juste avec un détachement calme. Je n'ai pas répondu. Il ne pouvait plus m'atteindre. J'avais posé mes limites. J'avais repris mon pouvoir. La cicatrice de la trahison familiale est toujours là. Un rappel de ce qui s'est passé. Mais ce n'est plus une plaie ouverte. C'est une marque de résilience. J'ai perdu une famille. Mais je me suis trouvé. Et au final, c'est le plus grand gain de ma vie. Merci du fond du cœur d'avoir lu jusqu'ici. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as ressenti en lisant mon histoire. Est-ce que ça t'a touché? As-tu déjà vécu une situation un peu similaire avec ta famille? Partage ce que tu ressens dans les commentaires. Je te lis.